Salut à tous, épisode 9 avec cette équipe Gazprom. On est en carrière sur PCM 2021 et ce que je vais vous proposer ici, c'est une Vuelta avec donc l'équipe autour de ce Regen Galkuk. C'est une Vuelta dans sa version 2010. Donc voilà, c'est un variant 2010. Ça commence à dater, mais j'ai laissé un petit peu ce que le jeu avait fait. On quitte donc l'ami Alexei Lutsenko pour quelques temps, pour cet épisode-là, et on s'intéresse plutôt à l'équipe autour de Galkuk, avec comme star principale, si j'ose dire, Tchernetsky, Nekrasov, ou bien encore quelqu'un comme Scaroni, qui est en meilleure forme que ce qu'il ne l'était à un moment donné, puisqu'il était revenu d'une très très grosse blessure, et que ça l'avait impacté assez longtemps. La forme met du temps à revenir, quand les mecs sont très gravement blessés. Ça se conçoit. Donc, que dire quand on se prépare à 16 km de prologue par équipe, avec une équipe excessivement faible contre la montre? Bah écoutez, on essaie de limiter la casse, et puis on s'amuse quand même, parce qu'au final, c'est un petit peu le mot d'ordre de la partie, c'est que finalement, il y a moyen de s'amuser dans toutes les circonstances. Qu'on se retrouve avec des coureurs stars et de grande qualité, où il y a un certain type d'amusement, qui est plutôt la recherche de la victoire et de la performance, ou bien même avec des coureurs beaucoup plus anonymes, comme là, et qui sont vraiment assez faibles, notamment en contre-la-montre, et on essaye vraiment d'optimiser quand même. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai donné, vous voyez, de très longs relais à Galkuk, puisque c'est le moins mauvais rouleur de la bande, avec une note au-dessus de 70, que ce soit en prologue ou en contre-la-montre. Et puis, Tchernetsky également, puisqu'il se rapproche légèrement des 70. Et puis sinon, après, je vous avoue que j'ai serré très très fort les fesses, et j'ai attendu que ça passe. Ça a été franchement très très difficile. On a pris super cher. C'est Bike Exchange qui a gagné l'étape. Et nous, est-ce qu'on est dernier? Attention, suspense. Bah ouais, on est 23e. Après, ça va, on prend qu'une minute 10 dans la figure. Donc c'est pas non plus horrible. Mais il y avait... Franchement, je me suis fait éclater. C'était assez indécent de se faire ouvrir à ce point-là, c'était rigolo. Donc, première étape en ligne, ensuite, donc c'est une étape qu'on va qualifier de accidentée, mais qui doit tout de même pouvoir être accessible aux sprinteurs s'ils ne décrochent pas dans cette espèce de très très longue montée progressive. Donc, on s'est protégé, on a essayé de se positionner, j'ai même essayé de fabriquer un petit train, et puis au final, c'est pas pour nous, on sera pas très surpris, c'est Kesbol qui l'emporte devant Caleb Ewan, le sprinter du AE, là, Sébastien Molano, pas si mal, Colbrelli, etc. Craig Andersen a fait le boulot, il a emmené Kesbol à la victoire, et nous, on termine de manière totalement anonyme au milieu de ce peloton, même si Tchernetsky, Boef et Canola ont un peu sprinté, mais voilà. Aucun impact sur la course. On arrive ensuite à l'étape 3. Oui, on va aller au bout de cette Vuelta, donc c'est pour ça que certains résumés sont volontairement très courts. Je voulais que ça fasse un tout et qu'on ait tout en un seul épisode sur cette Vuelta 2022 dans la partie, donc une deuxième année de partie. On s'apprête à entamer une troisième saison dans peu de temps. Donc, sur cette étape 3, il y a 2 passages au Puerto del León, et ensuite, c'est une petite côte pour l'arrivée. Oh, là encore, en fait, ce qui est phénoménal, c'est que comme j'ai mis toutes mes forces dans la bataille sur le Tour de France qui avait précédé, obligé de faire des choix quand on n'a que 15 coureurs et qu'on est en World Tour limite un peu par erreur, en fait, il ne nous reste plus grand monde, et notamment au niveau des punchers. Ici, il y a le jeune petit tchèque, Matthias Vacek, qui n'est pas inintéressant, évidemment,
mais beaucoup trop juste pour pouvoir être qualifié de puncher capable d'exister ici même. Donc je vais essayer de voir si l'ami Kuk ne pourrait pas exister sur cette montée. Ah, il est pas ridicule, hein. Il est pas ridicule, Kuk. Mais celui qui va s'imposer, celui qui avait pris un petit peu d'avance, c'est l'ancien, dans la partie, hein, l'ancien Euskaltel Euskadi Mikel Biscara, qu'on retrouve ici chez Movistar, et qui s'impose. Il était sorti un peu avant l'arrivée, et finalement, personne n'a été en mesure d'emmener un train, ni même, vous voyez, par exemple, pour Michal Kwiatkowski, là, ou Mohoric, qui sortent sur la toute fin, pour prendre des places d'honneur. Non, personne n'a été en mesure de contrer le projet de Biscara, qui s'impose donc sur cette étape 3. Étape 4, là aussi, c'est amusant, hein, ce sont des profils qui sont, on va dire, peu communs. Cette longue montée, ensuite on est sur quelque chose d'excessivement vallonné, là, dans l'étape 4. On se demande un petit peu à quel moment est-ce qu'il peut y avoir une accélération de la part du jeu, des équipes les plus fortes. Les forces en présence principales ici, sur cette Vuelta, j'évoquerai quelque chose d'assez proche de ce qu'on avait vu sur le Giro de la même partie, là, toujours sur la même année. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit tous les protagonistes principaux qu'on connaît, du genre Pogačar, Bernal, Roglic, par exemple, sont absents, en fait, de cette Vuelta, et on retrouve des gens qui sont peut-être un petit peu plus en deuxième plan, on dira, hein, comme par exemple Tom Dumoulin, Emmanuel Buchmann. Après, il y a des forces émergentes aussi, hein. Par exemple, quelqu'un comme Lek Nesund ou quelqu'un comme Van Wilder peuvent aussi progresser dans la partie et s'avérer être des coureurs qui ensuite comptent, hein. J'ai un peu l'espoir, je le dis à demi-mot, mais j'ai un peu l'espoir d'arriver à encore faire quelques années avec cette partie, même si des fois je perds un peu l'envie de jouer à PCM en ce moment. Tout simplement parce que je trouve que le jeu ne me propose pas assez de diversité. Et du coup, j'ai tendance à me démotiver un petit peu. Toutefois, allez, on va essayer de tenir un petit peu le coup. Ici, c'est Hamilton, avec ses Kwiatkowski dans la roue, là, voilà, qui sortent dans le Puerto de Valdepeñas, dans donc, la dernière difficulté du jour. Et Kuk est bel et bien placé, hein, ça fait plaisir. Hein. Kuk, il tient bien le coup quand même, malgré tout, même si c'est quand même difficile pour lui. Hein. Dylan Teuns l'emporte donc devant Hamilton et Kwiatkowski dans le désordre. Et juste derrière, voilà, on arrive placé. Il y aura quelques secondes au crédit des trois premiers, mais là encore, c'est très groupé. Vous voyez, par exemple, O'Connor n'a pas lâché, Dumoulin non plus. Il y a des mecs qui restent placés comme ça et qu'on risque de retrouver sur la toute fin au classement général. Mais pour le moment, on n'a pas une vraie... je fais exprès, je ne vais pas trop spoiler. On n'a pas une vraie lisibilité de qui peut jouer les premiers rôles à ce stade-là de la Vuelta. Qui peut jouer vraiment les premiers rôles pour le classement général. Quels sont les mecs qui vont s'écharper pour essayer d'aller remporter cette Vuelta. Pas évident à déterminer. Et puis c'est pas l'étape 5 qui va nous y aider. Vous verrez, en fait, ça va mettre un petit temps à se décanter. Moi-même, je vous avoue que je suis plutôt en mode remontada. Parce que, en fait, Kuk avait subi une petite chute, mais quels sont les objectifs finalement de l'équipe sur cette Vuelta ? Si je suis ce que me dit le jeu, l'objectif, c'est une victoire d'étape. On avait ça comme objectif sur chacun des 3 grands tours. Mine de rien, la victoire d'étape, il y a certains types de situations dans lesquelles on peut aller la chercher, notamment en échappée, alors sur une 3e semaine ou quelque chose comme ça, profitant d'un coureur peut-être pas mauvais, mais qui a pris beaucoup de retard au général. Donc ça, c'est un peu le cliché, hein, le scénario un peu classique. Et puis sinon, si on veut essayer d'aller chercher notre victoire d'étape à la loyale et en lutte par exemple avec les tout meilleurs, déjà voilà, au sprint
il y a même pas la peine, c'est même pas la peine d'espérer. Nous n'avons pas de sprinter en vérité à ce stade-là digne de ce nom. C'est pour ça que j'étais allé recruter au mercato qui a précédé là. Un mois plus tôt, je suis allé chercher le sprinter tchèque, Pezek, qui devrait lui par contre nous offrir des possibilités sur ce genre de grand tour. En tout cas, il ne pourra pas en faire 3 par an, mais sur lesquels, là où il sera aligné déjà, pour essayer d'exister. Ensuite, donc au sprint, c'est pas forcément envisageable. Sur une étape qui arrive au sommet, ça veut dire qu'en fait, si je fais le choix du général tout de même préservé pour Kuk, vous voyez, Kuk en mode remontada, il avait très mal commencé, mais il n'est après tout qu'à 1,14 au général du premier. Donc au final, dès lors que le terrain va s'élever, peut-être qu'on y verra plus clair et Kuk pourrait éventuellement intégrer le top 15. Mon objectif, c'est un top 10, top 15. Donc. Et j'aimerais quand même avant tout prendre cette victoire d'étape. Mais si je joue le top 10, top 15 avec Kuk, ça signifie aussi que je n'accepte pas de lui faire prendre délibérément du retard au général, donc je ne le relève pas sur certaines étapes où il pourrait prendre suffisamment de retard pour ne plus être empêché de partir dans les échappées, et donc finalement ce serait une opportunité réelle de victoire. Mais je ne décide pas de jouer cette carte-là en fait. Je décide de jouer la carte de Kuk pour le général, et puis il faudra que quelqu'un d'autre essaye d'aller chercher une étape. Si c'est faisable. Matej Moric est spécialement remuant en ce début de Vuelta. Vous avez vu, il y a l'espoir phénoménal Ayala, qui est un coureur, honnêtement, d'ailleurs dont UAE a solidifié le contrat, là, qui est assez prometteur. Hein. J'ai dit une grosse bêtise, Ayuso. Excusez-moi. Ayuso, l'espagnol Ayuso, qui va ici s'imposer sur cette étape 6. Pourquoi je pensais à Ayala, sûrement l'ancien défenseur central. Je suis influencé parfois. Donc Ayuso qui s'impose ici, franchement, sur un terrain. En fait, ils ont eu le mérite de sortir dans la dernière bosse. Au final, moi je pensais que ça reviendrait éventuellement derrière et que ce serait un puncher sprinter qui la prendrait. En fait, c'est Ayuso qui va comme ça chercher cette étape. Le maillot de leader est toujours porté par un coureur de Bike Exchange. Et donc, au bénéfice d'une bonif, je crois, Chris Hamilton, il a pris le maillot à un collègue. Et on est déjà, vous voyez, en train d'aborder, ça fait que 12 minutes qu'on a démarré la vidéo, on est déjà au matin de l'étape 7. Étape 7 pour laquelle, là encore, je vais me contenter de vous montrer la toute fin, étant donné qu'il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Nous n'avons à ce stade-là, de toute façon, aucun espoir qu'une échappée aboutisse. Donc ça ne sert absolument à rien de s'épuiser. Victoire, encore une fois, pour Caleb Ewan, qui est réellement un cran au-dessus de tous les autres sprinters sur cette Vuelta. À partir de là, il doit capitaliser, en prendre un max. Surtout que quand on n'a pas soi-même un sprinter, je dirais, ou quelqu'un capable de perturber la stratégie de sprint de l'IA, elle est quand même capable après de répéter les succès les uns après les autres, comme vient de le faire là Ewan une deuxième fois. Voilà, après derrière, Barbero aussi intéressant, hein, de Burgos, Biache, etc. Pas de changement au général. Voit-on toujours se dessiner une hiérarchie pour le classement général final? Toujours pas, je dirais. Toujours pas à ce stade-là. Étape 8, peut-être celle-ci peut nous proposer un écrémage et on peut éventuellement assister. Il n'y a plus encore d'arriver au sommet en fait, hein, si on est bien attentif. Il n'y a pas encore eu d'explication vraiment pour le général. Donc voilà, je décide, enfin, direz-vous, d'envoyer sur cette étape vallonnée, je décide d'envoyer Czernetsky à l'avant. En fait, parce que je pense que mes deux meilleures chances de succès pour une étape se nomment Czernetsky et Nekrasov. Voilà. Donc Nekrasov, Czernetsky sont vraiment mes deux cartes. En fonction de la forme de l'un ou de la forme de l'autre, je pense que c'est sur ces deux-là que je vais essayer de jouer pour
pour essayer d'en chercher une, tout en essayant de protéger Galkuk avec tous les autres en priorité. Voilà donc le topo. Czarnecki à l'avant du groupe, il est avec Chris Neylands au moment d'aborder le GPM, et bon, ça continue en fait, hein, l'IA, le sprint et tout, enfin, pas de problème particulier, je dirais, on n'a rien remarqué de différent sous le soleil de PCM, ça sprinte toujours pour les GPM, on perd toujours beaucoup d'énergie, à l'image ici de cette situation, encore une fois, de GPM, on perd toujours beaucoup d'énergie pour aller marquer des points quand on le souhaite, mais c'est pas bien grave, on y est habitué au final. Czarnecki peut-il le faire? Ça c'est la grosse question en fait. Peut-il aller jusqu'au bout ici avec Chris Neylands, ou est-ce que le peloton va avaler tout ça en accélérant dans la dernière difficulté du jour? Bah écoutez, justement, moi je crois à fond en Czarnecki au moment où l'écart se resserre. Bon, voilà, hein, on a compris la sortie notamment de Emmanuel Buchmann, de Michal Kwiatkowski, de Chris Hamilton aussi, avec son beau maillot de leader. Marc Padoun, voilà, va mettre fin aux espoirs pour Czarnecki, surtout que Kwiatkowski en remet une derrière. Honnêtement, scénario très très favorable à quelqu'un comme Michal Kwiatkowski sur cette étape-là. Donc, moi je dis, il faut faire juste la bascule et terminer en sprint dans la descente. Et derrière, c'est la victoire assurée. Oui, mais voilà, en fait, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de jambes chez certains. Ah, quelqu'un qui sort là-bas, regardez, c'est Yon Izagirre qui est sorti. Yon Izagirre, normalement, doit aller au bout sur ce coup-là. Il doit vraiment aller jusqu'au bout. Il reste en plus moins de 3 km. Nous, on raccroche le wagon des favoris avec Kuk. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que... Oui, bon, Yon va au bout, normal. Tu abordes la descente en tête sur une étape comme celle-là. Il reste 2,5 km. Tu dois pas perdre. Derrière Henao, on a limité la casse. On n'a pas perdu de temps avec Kuk. Ce qui va permettre au fil du temps de se rapprocher au général. À force de ne pas perdre de temps. En fait, on joue placé, on est modeste. De toute façon, on est avec un coureur qui est... Ici, on n'était pas loin de prendre une cassure, mais ce ne sera pas le cas. On est obligé d'être modeste parce qu'au final, on a de faibles moyens. Donc, victoire tout à fait méritée. Le seul qui a réussi à basculer devant les autres, c'est Yon Izagirre. Les écarts restent plus ou moins les mêmes. Toujours Galkuk à environ 1 minute 14. Derrière Chris Hamilton. Et encore une fois, une étape un petit peu accidentée. Avec un certain nombre de GPM, un certain nombre d'ascensions. On a vu donc que l'envoi de Czarnecki à l'avant sur l'étape précédente n'avait absolument pas été concluant. On a été vraiment trop court sur l'accélération du peloton. Il faudra donc retenter notre chance. Alors j'aurais pu tenter ma chance sur une étape comme celle-ci, mais je suis un peu échaudé et surtout je ne veux pas les fatiguer tant qu'on n'a pas une vraie opportunité. Là, Czarnecki à 0, Nekrasov à 1. Je préfère attendre le moment où ils vont avoir plus 3, plus 4, plus 5, vous voyez, pour vraiment essayer de jouer la chance à fond, parce que sans cela, Nekrasov, c'est 72 en montagne, 74 en vallon, avec des notes physiques, somme toute, très médiocres. Czarnecki, c'est peut-être un poil meilleur, mais ça reste quand même relativement modeste. Donc, sauf forme du jour exceptionnelle, on n'a pas non plus la possibilité de jouer tous les coups à fond. Oh là là, ici je prends une accélération. Je prends une relance, je la subis, dirais-je. Je subis une relance à un endroit où il fallait se méfier avant tout. Donc voilà, toujours ce souci d'essayer de préserver Kuk. Voilà, on se remonte en bas du groupe. Et ben non, en fait on en profite, on est remonté et on tente notre chance. Je me dis, après tout, il n'est que 19e. Bon, normalement, l'IA, elle surveille les 20 premiers et puis elle regarde aussi l'écart, en fait. Et là, je me dis, mais tiens, en fait, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de sortir avec Galkuk après tout? Bon, on va se faire reprendre. On va quand même essayer de faire un petit effort curseur pour voir s'il n'y a pas, au sein de ce groupe de 19 coureurs, moyen d'aller faire équipe avec 1 ou 2 ou 3 gars et aller terminer avec eux. J'essaie en fait de voir si des opportunités se présentent. Mais c'est pas évident.
pas évident parce que des opportunités, j'en ai quasiment pas. Devant, en plus, respect, Vincenzo et de sortie. Regardez les notes de Nibali, ça a pleuré en fait. Moi, le fait que les vieux coureurs subissent autant de dégradation au niveau de leurs notes, ça me fend le cœur, quoi. Si vous avez une idée, à part aller modifier tout le temps les notes, évidemment, ça, tout le monde est capable d'aller le faire avec Fast Editor. Mais si vous avez une astuce pour bloquer la régression, franchement, n'hésitez pas pour la partager. Moi, pendant longtemps, donc victoire de Vincenzo Nibali quand même, hein, donc ça fait plaisir. Victoire du requin de Messine sur cette étape-là. Nous, on perd pas de temps, donc tout va bien. Si quelqu'un connaît un moyen, on va dire, pas trop pénible pour essayer de bloquer cette régression violente, on l'a tous vécu dans nos parties, hein, Valverde avec Movistar l'année dernière, etc. Philippe Gilbert avec Lotto Soudal, etc., etc. Nibali ici avec Trek Segafredo. Un moyen de bloquer ça. Moi, je croyais pendant un temps, tiens, première fois qu'on voit quand même, enfin première fois, pas vraiment, mais une des premières fois, et donc finalement là, pour le général, c'est la première, qu'on apparaît dans le top 16, grâce au fait d'avoir juste suivi le mouvement des principaux favoris. Galkuk se fraye un passage dans les 15 premiers. Donc moi avant, je croyais connaître un moyen, en fait, quand le coureur était dans mon équipe, c'était de lui attribuer un entraînement baroudeur, parce qu'en fait, j'avais fait des tests, et j'avais vu qu'en fait, en entraînement baroudeur, on avait moins de chances de perdre des notes, en tout cas on les perdait moins vite que quand on mettait un autre entraînement. Mais ça, c'est pour les coureurs qu'on contrôle. Si on parle des coureurs qu'on ne contrôle pas, bah honnêtement, c'est beaucoup plus délicat, hein. Donc qu'est-ce qui pourrait freiner comme ça la régression des notes ? Je lance cette question en l'air. Ici, victoire relativement surprenante de Reguigui devant Casebolt et Caleb Ewan complètement aux abonnés absents. Franchement, c'est une honte de ne pas gagner Ewan sur ce terrain-là. Et on aborde étape 11. Étape 11 qui arrive en Andorre. Et l'ascension finale n'est pas si violente que cela, hein. Il faut pas se mentir. Regardez, l'ascension finale, elle comporte quelques passages à fort pourcentage, mais c'est relativement modeste. C'est pour ça que j'ai un peu passé tout le reste. On va regarder juste la fin. Les 4 derniers bornes, là. Donc, on a Kragh Andersen et Mohoric qui sortent d'une manière assez impressionnante. Derrière, Tobias Foss essaye de faire le boulot pour ramener son leader Tom Dumoulin. Nous, on essaye d'exister en essayant de manier l'effort curseur, mais c'est pas forcément évident. Donc on va peut-être perdre du temps là-dessus face au tout meilleur. Regardez, Dumoulin va-t-il reprendre Kragh Andersen alors revêtu du maillot de leader, hein. Kragh Andersen, il est sur une Vuelta de folie, hein. Faut dire en même temps, vu ses qualités, et il s'impose au sommet en plus, vu ses qualités, c'est pas forcément surprenant pour peu qu'il soit bien préparé et que d'autres le soient moins. Je pense par exemple à Bourman. C'est pas surprenant de retrouver Kragh Andersen à ce niveau-là, puisque jusque-là, qu'est-ce qui a été vraiment de type mortel au niveau montagneux ? Rien. Cette montée, même là, celle-là, était relativement progressive. D'ailleurs, vous avez vu, elle est classifiée comme vallon, elle n'est pas classifiée comme montagne, cette étape. Donc, ça laisse bien imaginer que... Et regardez, on remonte à la 10e place. Ça laisse bien imaginer que quelqu'un comme Kragh Andersen puisse très très bien figurer. Je pense quand même qu'il doit avoir de bonnes formes, hein, ce que je vous disais juste avant. Le mec a dû avoir plus 5 un certain nombre de fois parce que il est quand même spécialement fort. À ce moment-là, là on est, vous voyez, le 25 août, parce que j'ai pris un peu d'avance dans l'avancement des parties, parce qu'après je sais que je ne peux pas avancer à d'autres moments, je trouve trop de travail. C'est la 1.0.4.2. Alors si je le fais apparaître ici en transition, c'est parce qu'un certain nombre de choses sont censées être améliorées sur cette 1.0.4.2. Moi, ça fait une quinzaine de jours donc que je joue avec cette version-là. Puis c'est marrant parce que c'est pile le moment où je me dis, mais quand même Bernal, il a fait aucun grand tour en 2022 dans cette partie, quoi. Il est où, au fait ? Et bien en fait, on a la réponse. C'est devenu un coureur de classique. Voilà. Egan Bernal a gagné le Dreven Course
Overise. Donc on est sur de la pure... Enfin, après, j'ai envie de dire, pas critiquer pour critiquer, hein. Après tout, Egan Bernal, quand il a été sur l'Estrade Bianche en mars 2021, il a été loin d'être ridicule, hein. Il se mêle à la lutte à la fin, hein. Donc le mec doit pouvoir en fait exister sur bien d'autres profils que les grands tours spécifiques. Mais bon, quand même, avouez que pas de grand tour pour Bernal en 2022, ouais, c'est un peu lourd quand même. C'est un peu lourd de ne pas avoir retrouvé Bernal dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, moi, je l'attendais impatiemment sur la Vuelta. Et j'étais très très déçu quand j'ai vu qu'il ne faisait pas partie de la start list d'Ineos. Parce que j'avais envie qu'il y ait du lourd, quoi, hein, qu'il y ait du très très gros coureur présent. Mais ce sera pas le cas pour Egan Bernal. Voilà. La toute fin de l'étape est proche. J'ai essayé un coup de bluff, la sortie à 3-4 km avec Kousmine. Tu parles. Et ici, ce sera une victoire. Ah bah tiens, nouvelle victoire de Caseball au sprint. Je crois que c'est la deuxième fois que le sprinter de la DSM s'impose. Finalement, Caleb Ewan, quand même, c'est bizarre quoi, de ne pas le voir gagner davantage. Parce que je crois qu'à ce stade-là, il en prend 2. Et Caseball en prend 2. On aurait pu en prendre plus, hein, le sprinter de la Lotto Soudal. Mais bon, bref. Voilà. Donc, encore une fois, une arrivée sur laquelle il était bien délicat de contester d'une quelque manière que ce soit la domination des vrais sprinters ou des mecs en tout cas qui sont mieux notés. On se contente juste de faire une place avec Nekrasov et Tchernetsky sur leur petite qualité de puncher. Et Galkuk est toujours 10e. 10e, est-ce que ça devrait changer après l'étape 13 A priori non. A priori non, parce que cette étape 13 est bien trop promise aux sprinters. J'ai quand même envoyé le petit Vacek en échappée, car il avait une super forme ce jour-là. Je me suis dit, si d'aventure l'échappée prenait du champ, peut-être que Vacek sera en mesure de damer le pion à ses compagnons d'échappée. Après, il y a une équipe qui l'entend pas de cette oreille, visiblement. C'est le Team Bahrain Victorious qui roule, avant que d'autres équipes, qui possèdent aussi un sprinter, hein, ne se partagent finalement la responsabilité de la poursuite. On a aperçu un petit peu Piccoli, on avait un DSM juste derrière, on avait un Lotto Soudal également. On a bien compris que ces équipes-là sont intéressées par une arrivée au sprint. Et puis en fait, ça m'a fendu le cœur, mais on n'aura pas résisté, même jusqu'aux 30 derniers bornes, hein. On s'est fait complètement avaler entre-temps, peut-être trop faible au niveau de la constitution de l'échappée. Eh bien, c'est ce qu'on croyait. Parce qu'en fait, le peloton, des fois, il joue un peu avec l'échappée comme un chat joue avec une souris, quoi. Ça fait le yo-yo, les écarts. C'est-à-dire qu'après être revenu à presque 30 secondes, voire un peu moins, en fait, le peloton a relaissé du champ, comme ça, à cette échappée, avant que finalement on se fasse reprendre. Voilà. C'est arrivé plusieurs fois, hein, dans des situations où j'ai envoyé quelqu'un en échappée. Il m'est arrivé plusieurs fois de constater ça, de constater... Allez, Nekrasov, tu peux peut-être le faire sur une accélération prodigieuse. Non. On ne rêve pas. Hugo Hofstetter s'impose, le sprinter français devant Molano, Kwiatkowski. Encore une fois, mais où est Ewan? 4e, c'est un scandale. Caseball, même 5e, il y a moyen de faire beaucoup mieux si on s'applique un peu. Donc, victoire pour Hugo Hofstetter, sprinter alsacien. Et donc, on a bien compris, hein, les spots, on n'en a pas beaucoup. Hein. Surtout que des vraies étapes de montagne, il n'y en a quasiment pas eu. D'ailleurs, c'est pour ça que, vous voyez, on est à 28 minutes, presque 29 là de la vidéo, qui en fait presque le double. Et pourtant, on va déjà aborder l'étape 14. Parce qu'en fait, j'ai forcément des résumés là, sur la fin de la Vuelta, qui vont être un petit peu plus longs, étant donné qu'il va se passer plus de choses. Et parce que honnêtement, jusque-là, waouh, on se demande un petit peu qu'est-ce qui est censé se passer à quel moment, quoi. Hein. George Bennett, le petit Martinez d'Ineos sont parmi les favoris pour cette étape-là, qui termine avec une grosse difficulté. Il y a un véritable mur à la toute fin.
J'étais tenté par la prise de l'échappée. Après, il faut aussi préciser un truc, c'est que souvent, partir en échappée me coûte énormément en termes d'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, à PCM que... Ah marrant, la route est étroite là. Vous savez, sur PCM, que bien souvent, vos équipiers, au départ de l'étape, ils vont être assez loin dans le peloton. Déjà, il faut se frayer un chemin avant de pouvoir envisager de sortir. Je vais ici essayer de tenter quelque chose avec Tchernetsky, qui n'est normalement pas dangereux au général, et donc qui pourrait ne pas être surveillé, à qui on pourrait laisser peut-être un peu de champ. En tout cas, c'est mon espoir. Essayer de revenir également sur l'homme de tête, voir si quelque chose est jouable. À ce moment-là, l'homme de tête qui n'est autre que, évidemment, Vincenzo Nibali, vous l'avez peut-être compris, avec son maillot de la montagne. Hein. Il a le maillot de la montagne à ce stade-là, Vincenzo. Malheureusement, ça fera encore chou blanc, et puis on va avoir une explication, je dirais, entre les plus forts sur le mur final, voilà, qui fait un petit peu moins de 4 km. Moi, j'essaie de placer Kuk, hein, toujours pareil. Essayons de placer Kuk pour ne pas avoir de mauvaises surprises, ni de subir de vraies cassures. Et on va s'expliquer entre leaders. Regardez, Tom Dumoulin, ici, devrait s'imposer devant Emmanuel Buchmann. On a Pierre Latour, hein, qui est pas mal situé également, et Kwiatkowski qui fait 4. Craig Andersen ne perdra pas de temps, en tout cas il perd que les bonifs sur ce coup-là, et Kuk d'ailleurs ne devrait pas non plus perdre de temps. Voilà, donc une étape alléchante sur le papier, et au final peut-être un petit peu décevante pour ce qui est de son contenu. Allez, ce sera pas toujours comme ça. Ce sera pas toujours comme ça. Étape 14, c'est terminé avec le général qui est toujours pour Søren Kragh Andersen. Après 14 étapes, il tient toujours le maillot rouge. Et on arrive à... Ça nous fait penser à l'actualité récente. Lagos de Covadonga. Une arrivée donc au sommet. Honnêtement, l'étape qui arrive au lac de Covadonga, c'est toujours une étape prestigieuse sur la Vuelta, et je vous avoue que moi ça m'excite en fait de la voir se profiler comme cela. Du coup je me dis, allez, j'envoie quelqu'un là, c'est pas possible. On tente le coup avec Nekrasov à +2. De toute façon, si on attend d'avoir +5 pour partir en échappée, on risque d'attendre pendant toute la Vuelta. Donc je tente le coup, on part à 6 dans un premier temps. Ce qu'il faut toujours regarder en fait, c'est si le peloton il cherche à s'opposer ou pas. Et là, en apparence, Kesbol, en tête de peloton, ne cherchait absolument pas à ce que cette échappée capote, pour le moment en tout cas. Donc on va s'accrocher. Les compagnons d'échappée à ce stade-là sont Castrillo, Roux et Thwaites. Donc, allez, on s'accroche. Il n'y a pas que eux également, il y a Fernandez et il y a Jonathan Lastra. Donc, c'est assez équilibré finalement. Et surtout, regardez, l'écart, il est conséquent. Oui, enfin, le peloton a donné son bon de sortie à une échappée qui va s'expliquer pour la victoire. Alors évidemment, il faut faire face aux attaques successives des uns et des autres. En l'occurrence, les trois qui restent, c'est Fernandez, Castrillo et Thwaites. Et Nekrasov doit s'accrocher à tout prix. Mais on est encore loin du sommet. Hein. On est encore loin du sommet. Il faut gérer le truc. Allez, élimination de... c'est Thwaites qui a lâché, apparemment. Donc, il ne reste plus que Fernandez et Castrillo. On s'accroche. Attaque de Fernandez. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc, en fait, c'est irrémédiable. Hein. On s'est fait avoir, semble-t-il. Sauf que là, j'ai géré le truc en 59. J'ai préféré me laisser décrocher pour essayer de reconstituer de la barre avec un espoir. Hein. C'est qu'il reste encore presque 6 km. Donc il y a peut-être encore moyen de revenir. Et pour nous, c'est important parce que c'est peut-être une de nos seules opportunités de victoire d'étape. Donc il faut essayer de la jouer jusqu'au bout, celle-là. On a été lâché par les deux hommes. Et on revient, regardez, on revient au courage. Nekrasov s'accroche comme un fou. Il va revenir
Alors derrière, ça se bataille dans le peloton. Galcuc, il est en train de lutter pour pas se faire, distancer. Et retourne Nekrasov parmi les 3 hommes. Alors du coup, je prépare une attaque curseur. Mais pour l'instant, j'y vais pas, j'accumule de la barre. On va laisser les autres travailler. Après tout, ils nous ont lâchés. Ça veut dire qu'ils sont peut-être plus forts. Et on prépare par contre quelque chose. Pourquoi je dis que je prépare? Parce que je me mets à 88 et en fait, je suis prêt à tout moment avec la touche E à balancer un effort curseur derrière. Ah là 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 là, on a subi la loi. On va perdre du temps ici au lac de Covadonga là, avec Galcuc. C'est un petit peu ralent, mais en même temps, on peut pas être au four et au moulin. Allez, attaque de Nekrasov à l'avant. On lance l'offensive. Qui est-ce qui va être en mesure de nous suivre? Effort à 99 pour essayer de lâcher tout le monde. Oui, mais le malheur, c'est que Fernandez, il a pas lâché. Fernandez. Du coup, on prend la roue. Et on prie. Il faut sprinter. C'est replat, là, ici. Replat sur la toute fin. C'est le replat. Victoire de Denis Nekrasov. Que ce fut difficile, notamment face à Ruben Fernandez. Mais on l'a eu, notre victoire. Et en plus, c'est une victoire de prestige. C'est quand même sur les lacs de Covadonga, donc c'est quand même pas ridicule. Pendant ce temps-là, Cuc avait réussi à recoller. Voilà, il recolle quasiment au tout meilleur, ce qui veut dire qu'il n'aura pas perdu grand-chose, ou alors n'aura rien perdu, ça dépend, on va voir ça. À l'issue de cette étape 15, Kemna a été mal utilisé, je trouve, par l'IA, globalement. Chez Bora, il y avait mieux à faire avec Lennart Kemna. Allez, donc, on savoure quand même Denis Nekrasov, vainqueur au Lagos de Covadonga. Le général reste toujours la propriété de Søren Kragh Andersen, même si Dumoulin n'est quand même pas très très loin. Alors, de Mohoric aussi est relativement proche. Galcuc, il a quand même perdu 30 secondes, il s'est mangé la cassure, c'est quand même... c'est dur, quoi. Le mec, il arrive dans un groupe qui est quand même très proche des autres, et il se bouffe une cassure. C'est pas grave. 8e place au général pour le moment. De toute façon, on a eu notre victoire d'étape. Donc, à partir de là, déjà, l'essentiel est fait. Et le petit Nekrasov, du coup, j'ai presque un peu de... Voilà, il a encore une année de contrat. Hein. Il a encore une année de contrat, Nekrasov. Mais heureusement que je l'ai prolongé, celui-là, parce que sinon, je m'en voudrais de l'avoir laissé partir. Alors que le type nous offre la victoire qu'on attendait. Du coup, dans la foulée, le lendemain, il repart, Nekrasov. Il est lancé. Nekrasov, il a une forme du tonnerre. Il est à +3 là. Et alors par contre, ça va pas se passer aussi bien en fait que la veille. Parce que dans l'alto des San Lorenzo, là, il se fait complètement lâcher par Hamilton, notamment. Et il n'en peut plus. Pourtant, l'échappée avait le champ libre. Hein. Il nous avait laissé de nouveau, le peloton nous avait laissé beaucoup de champ pour essayer d'aller jouer avec l'échappée. Après, on va évidemment dans la descente et dans le replat qui suivent, on avait trouvé un soutien. C'était celui de Davide Formolo pour essayer de rentrer sur Hamilton et Rubio. Mais j'ai bien peur quand même que la vérité d'un col soit également celle du suivant. Vous voyez, j'ai beau essayer d'économiser l'énergie comme je peux, à un moment donné, Hamilton et Rubio sont au-dessus. Ils sont au-dessus de Nekrasov, il n'y a quand même pas grand-chose à dire non plus, quoi. Donc, on le rabat dans la roue de Cuc, ou plutôt en protection de Cuc. Ça tombe bien, en fait, c'est pile le moment où Czernetski est en train de lâcher. Lui qui avait assuré la protection de Galcuc jusque-là. Attention, hein, grosse arrivé au sommet ici, il reste 10 km, Cuc dans une belle forme, hein, et Galcuc ici, pourquoi est-ce qu'on tenterait pas quelque chose? Allez mon grand, on va pas avoir de complexe, on va essayer de voir si quelque chose est gérable. Alors évidemment, Dumoulin réagit, Bourman est également dans le coup, Yonis Aguirre est présent, Ben O'Connor aussi, il y a 30 secondes sur les poursuivants, c'est-à-dire que même si on lâche là, ça fend le cœur de lâcher à ce point-là, aussi proche du sommet, mais c'est aussi la dure loi d'avoir un coureur qui est intéressant, il est en train de progresser, mais bon voilà, il n'est pas encore au niveau de quelqu'un qui peut battre Dumoulin, Bourman, O'Connor ou même Yonis Aguirre, quoi. Donc,
Quand même, belle 5e place pour Kuk, qui va reprendre forcément du temps ici à tout un tas d'hommes du général. On aperçoit peut-être le grand perdant du jour aujourd'hui, outre Kwiatkowski, peut-être c'est surtout Kragh Andersen. Lui, il prend très très cher ce jour-là, puisqu'il perd une 35 sur Dumoulin, ce qui veut dire qu'il va abandonner en fait son maillot de leader, et Dumoulin s'installe. Là, il s'installe vraiment en tête de cette Vuelta. Je rappelle que Dumoulin, dans cette partie, finalement, il s'est aussi imposé sur le Giro, hein, donc peut-être ce serait un doublé pour Tom Dumoulin, si en tout cas les choses restaient en l'état, ce qui n'est pas sûr, parce qu'il reste encore une étape 20 de folie. Donc Tom Dumoulin devant Ben O'Connor, Kragh Andersen un peu plus loin, Izagirre Teuns. Voilà le top 5 à ce stade-là. Et on aborde un exercice, et 46 bornes de contre-la-montre individuelle, ça n'existe plus en 2020. En 2021, 2022, peu importe. Je veux dire, dans les années 2020, 46 bornes de CLM individuel, ça n'existe plus. Hein. Ça existait encore en 2010. Ce qui veut dire qu'il y a là matière à s'amuser, puisque le CLM reste pour moi encore un truc sur lequel PCM 21 est un champ de jeu assez amusant, quand même le dire. Et donc, après avoir un peu testé sur mes coureurs moins bien placés, j'ai essayé d'appliquer, on va dire, le moins mauvais plan pour Galkuk, qui termine quand même fort loin. Hein. C'est comme ça. A priori, Affini tient le meilleur temps, le coéquipier de Tom Dumoulin, avant que, Dumoulin n'a pas battu son équipier. Affini s'impose ici devant Kragh Andersen, qui du coup se rapproche au général. Très belle perf de McNulty. Décevante en revanche pour Ganna. Foss est un vrai monstre sur PCM, donc voilà. Il est bien présent. Et on conserve notre 8e place, ce qui déjà, pour moi, est une bonne chose. De rester top 10 avec Galkuk, après tout, c'est déjà pas mal. Et puis il y a aussi le maillot blanc. Il y a aussi la lutte pour le maillot blanc, qui peut aussi nous intéresser. J'en ai pas encore parlé, mais à ce stade-là, le maillot blanc est peut-être envisagé pour la fin de Vuelta. Donc, en tout cas, il le porte. Vacek, Scaroni, Kuzmin, etc. Petit Canola, vétéran italien. Pas grand-chose à espérer face à qui, cette fois-ci? Caleb Ewan. Caleb Ewan va s'imposer ici. C'est seulement, du coup, sa 3e victoire au sprint sur cette Vuelta. On aurait pu en attendre davantage, je l'ai déjà dit. Hofstetter termine pas mal. En revanche, Caseball, où est-ce que t'es passé, mon grand? Donc, le plateau de sprinter était quand même, faut le dire, moins relevé que sur le Giro. Et moins relevé, ça va sans dire, que sur le Tour de France. Néanmoins, il y avait quelques sprinters et ils se sont partagés quand même les victoires sur le plat. Hein. Il n'y avait aucune chance pour les échapper sur la plaine dans toutes ces étapes-là. D'ailleurs, l'étape 19 s'annonce a priori comme un remake de l'étape 18. Alors, est-ce que ça va être le cas ou pas? Est-ce qu'on va éventuellement tenter une échappée, nous, de notre côté, pour voir si on pourrait pas tenter quelque chose? Oui, Nekrasov, en bon trublion qu'il est devenu, évidemment, va tenter le coup. Après tout, ça arrive que les mecs en prennent 2, des étapes sur les grands tours, en échappée même. Donc, je tente le coup, a priori, même si on est à +1, on a peut-être le champ libre, puisque vous voyez, le team Jumbo-Visma contrôle, mais sans vraiment accélérer, et laisse, a priori, l'échappée prendre du temps. Donc, on collabore. On essaie de voir si, avec Neylands, Sandro Meurice, Tanfield et Nicolas Hédé, est-ce que on est en mesure de lutter face à ces types-là? Franchement, ça vaut le coup de tenter. Et d'ailleurs, ça se précise au fil du temps. Vous voyez, ici, il reste moins de 40 km et on est à plus de 6 minutes 30 d'avance. Il faut donc essayer de jouer notre carte d'une manière ou d'une autre, puisque l'arrivée semble vouloir couronner un membre de l'échappée pour cette victoire d'étape. Je vais donc tenter à un moment donné mon va-tout, parce que je me sens pas très très à l'aise au sprint. Après avoir beaucoup observé le duo Meurice
Neylands, parce qu'ils étaient dans la même équipe, donc je me disais, les deux Alpecin Phoenix, là, ils pouvaient nous jouer un mauvais tour. Mais en fait, c'est marrant parce que ils vont se faire damer le pion, ici, voilà, par Harry Tanfield, qui s'impose au nez à la barbe des deux Alpecin Phoenix. Bon, nous, c'était compliqué, hein. C'était compliqué, mais bon, allez, c'est pas très grave. On a essayé, on est parti en échappée. Il y a peut-être encore l'étape 20 sur laquelle on peut tenter quelque chose pour essayer d'ajouter une ligne à notre Vuelta, on va dire. Donc, victoire très méritée pour Tanfield qui s'est joué des 4 autres membres de l'échappée. Et ouais, en fait, Kwiatkowski il sprint parce qu'il joue pour le maillot par points. Et honnêtement, il a de vraies chances à ce stade-là de l'avoir, le maillot du classement par points. Arrivé, encore une fois, très prestigieux, c'est comme l'étape 15, arrivé à Bola del Mundo. Donc, celle-là, forcément, on l'a dans un coin de la tête. On a envie de partir dans l'échappée, nous. On a envie notamment que Tchernetsky et Nekrasov y aillent. En sachant que si je fais travailler Tchernetsky le plus longtemps possible pour Nekrasov, peut-être je pourrais rabattre celui qui se sera épuisé le plus vite, donc a priori Tchernetsky, pour aider Galkuk, lequel est protégé pour le moment par l'ensemble des autres équipiers. Enfin, protégé, pas à tout moment. Bon, après, je vous avoue, des fois, j'économise les protecteurs. J'ai pas envie de tous les consommer trop rapidement. Du coup, il peut m'arriver des fois de laisser le leader sans protection si on est très loin de l'arrivée, qu'il y a encore de la descente et du plat pour récupérer. Je sais que ça peut amocher la barre verte, la barre d'endurance, mais par contre, les barres jaunes et rouges, ça permettra de se refaire un petit peu plus tard, en fait. Donc, c'est un peu ce que je fais à des moments. 7 minutes, 50 km. Ça sent le ticket gagnant pour l'échappée, non ? Ça sent en tout cas le ticket pour l'échappée. Ouais, sauf que dans l'échappée, il y a des gens qui sont très très forts. Par exemple, Davide Formolo, George Bennett, pour un team UAE qui est passé, on a le droit de le dire, un peu à travers en fait, hein, de sa Vuelta ici, là, sur cette partie. Moi je trouve en tout cas qu'ils n'ont pas énormément pesé. À partir de là, c'est normal qu'ils cherchent à aller gagner une étape. Et même si ça se reconstitue avant l'ascension finale vers Bola del Mundo, il reste là 7 minutes, c'est acté, hein. Il va y avoir victoire pour l'échappée. Ouais, donc on va faire travailler, nous, tout doucement, on va faire travailler Tchernetsky à fond pour Nekrasov, enfin à fond, en gérant quoi, hein. En gérant, on va essayer d'aller doucement mais sûrement chercher l'ami George Bennett à l'avant. Est-ce qu'on va réussir à aller le chercher ? Pas évident, hein. Pas évident du tout, parce que George Bennett résiste fort bien. Nekrasov, il est en train de manquer un petit peu d'essence. Tchernetsky, comme je l'ai dit, je l'ai rabattu dans la roue de Kuk, enfin dans la protection de Kuk. Et derrière, au moment où on n'a pas repris, George Bennett, Formolo joue bien le coup pour aller faire carrément un doublé UAE. Donc jamais on a été en mesure, bon c'est pas honteux, hein, jamais on a été en mesure de battre les deux UAE là sur ce coup-là. Mais encore une fois, je suis très content du comportement de Nekrasov, qui va quand même chercher une jolie place d'honneur sur cette étape-là. Et Dumoulin assoit sa domination sur cette Vuelta en allant infliger quelques secondes d'écart à O'Connor, à également d'autres membres du top 10. Hein. On aperçoit Teuns qui arrive et Kwiatkowski qui arrive un petit peu tardivement. Kuk s'est accroché comme il l'a pu. Et donc, très très jolie victoire ici pour George Bennett. L'échappée a été parfaitement contrôlée par UAE. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner, ça, au général ? C'est ce qu'il faut voir. Donc, au général, ça va nous donner une jolie 7ème place pour Galkuk, à 6,45 de Dumoulin, avec une place phénoménale de 2e pour Kragh-Andersen. Et une Vuelta, il vaut mieux qu'elle finisse bientôt, hein, parce que j'ai les mecs qui commencent à... Ils sont morts, mes coureurs, les pauvres. Ils sont complètement à l'agonie. L'étape 8, regardez, Vera, finalement, Kesbol en ramasser une 3e. Ça, je trouve que c'est pas mal, finalement, comme bilan, qu'il en prenne 3. Donc 3 pour lui, 3 pour Iwan, et quelques-unes pour... on a vu Reguigui tout à l'heure, on a vu Hofstetter également. Donc voilà, ça termine à Madrid, et ça termine
au sprint, ici, comme ça avait presque commencé, à part le prologue, on a donc la satisfaction d'avoir terminé 7ème de cette Vuelta. C'est pas mal, je crois. Contre-perf pour Buchmann, on aurait pu attendre mieux que 6ème, je trouve. Samitier aussi a très bien performé, il fait 9. Honnêtement, c'était une Vuelta relativement ouverte, hein, on va pas non plus se gargariser d'un tel résultat, mais elle était assez ouverte. Il y avait quand même l'absence... par exemple, Dan Martinez, il a sous-performé, lui, par contre. Il devait être très mal préparé. Il y avait l'absence d'un certain nombre de coureurs qui auraient pu beaucoup plus peser sur la course, et notamment d'Egan Bernal, on l'a évoqué en milieu de vidéo. Mais à l'arrivée, pour nous, c'est pas mal. Regardez Nibali, qui quand même s'offre un dernier maillot de la montagne avant bientôt de prendre sa retraite, au vu des notes, puisqu'elles ont dégringolé vertigineusement. Le maillot du meilleur jeune pour Galkuk. Il y avait une vraie lutte avec Nick Nesund à un moment donné, et puis après, ça va, l'écart s'est distendu. Voilà. Donc, on va reposer à quelques courses près, on va reposer les mecs de la Vuelta, qui terminent à l'agonie. Ils terminent vraiment mal. Après, attention, hein, moi, ça fait 6 mois dans cette partie que je joue avec des courbes complètement faussées par, à mon avis, ce qui est un bug d'affichage. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'en ai pas trop parlé, c'est un bug d'affichage. Les fatigues ont complètement rien à voir avec ce qu'elles impactent réellement les coureurs. À l'image, par exemple, sur le Tour de France, vous voyez ce que j'avais comme ligne. En vérité, Lutsenko, il a très bien terminé. Donc, c'est un bug d'affichage. Du coup, je peux pas trop croire les courbes. La courbe est délirante. Mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le planning, il est correctement fait. Et justement, ça nous permettra de proposer à l'épisode 10 la fin de saison 2022, avec toutes les courses d'un jour notamment, auxquelles on peut penser. À bientôt.